Chapitre 7. Quand une personne vous dit que tout va bien pour elle, alors que de toute évidence, ça n'est pas le cas, est-ce qu'on peut dire qu'elle ment? Si elle est réellement persuadée que tout va bien pour elle, est-ce que c'est réellement un mensonge? Si on avait demandé au petit Charlie si tout allait bien, en dehors de certains moments critiques où la folie de son environnement le frappait de plein fouet, il était réellement persuadé que ça pouvait aller. Les sales moments étaient derrière lui, et avec un peu de chance, il se passera encore un peu de temps avant que ça reprenne. Le foyer de son oncle et sa tante étaient ordonnés, et les activités étaient parfaitement planifiées. Le jeudi soir, Diane avait ses œuvres caritatives, son cousin avait entraînement, et lui devait rester seul en tête-à-tête avec son oncle. Ce dernier lui sortait les mêmes mots, et lui faisait à chaque fois les mêmes choses. Pas besoin de fuir, pas besoin de s'opposer ou de faire une scène. Charlie avait vite compris que, faute d'alternative, au moins il pouvait faire en sorte que ça se termine vite. Il pensait aux saints des premiers jours, morts, dévorés dans l'arène, crucifiés, décapités, criblés de flèches, et avant même d'arriver à la fin de la liste, que c'en était déjà terminé. Il n'avait plus qu'à s'en aller prendre une douche en boitant. Quand il vivait chez son oncle et sa tante, et qu'il était, comme eux, affilié à l'église baptiste du pasteur Marsden, Charlie était fasciné par l'Ancien Testament. Jésus avait beau être le Fils de Dieu avec ses amis, ses longs cheveux, sa tunique, ce jeune homme passant le plus clair de son temps à traîner, à discuter, plutôt qu'à bosser avec son beau-père, à monter des charpentes, ressemblait trop à un de ces hippies drogués qui provoquaient le courroux de toutes les huiles de la communauté. L'Ancien Testament était sauvage, violent et cruel. Y avait été un sacré coriace, mais pour une époque où l'idée du viol collectif toute une ville d'un pauvre ange visitant Lot ne semblait pas provoquer particulièrement d'émoi, être un dur à cuire était une nécessité. Dieu avait permis que les Juifs, son peuple chéri, passent des dizaines d'années sous le joug des Égyptiens. Et pour une histoire de veau d'or, les avait fait tourner 40 ans dans le désert. Comme ne cessait de le répéter le pasteur Marsden, fier calviniste qu'il était, il n'y avait pas une calamité frappant l'homme qui n'était envoyé par Dieu. Alors qui était Charlie pour dire qu'il méritait mieux? Tout ce qu'il savait, c'est qu'un jour, ces années d'infortune prendraient fin. Ça, oui, au fond de son cœur, il le savait. Alors à quoi bon geindre et pleurer? En attendant sa libération de la marâtre, du menteur sadique et du pédophile, il affûtait ses couteaux. Lui qui était incapable de retenir ses poésies, il apprenait par cœur des pages entières de la Bible. Lui qui était incapable d'aligner un raisonnement en géométrie, était très fort pour trouver les liens, les allusions et les passages secrets dans ce livre saint relié de cuir. Et quand à l'église on évoqua Eli Cavalera, l'intrus venu du Kentucky avec sa tente de cirque et sa vision hérétique, il s'imagina champion calviniste. À seulement 13 ans, terrassant de sa verve l'évangéliste devant une foule en liesse. Comment Marsden pourrait-il l'ignorer après ça? Charlie avait fait son possible, tout son possible jusqu'ici, mais rien n'était assez bon pour l'homme au pupitre. Mais là, avec cette victoire par KO, non, là, quelles que soient les origines de Charlie, le pasteur ne pourrait plus faire mine de voir à travers lui comme s'il n'existait pas. Sans doute que si sa tante avait connu ses intentions, elle l'aurait dissuadé de tenter un débat théologique avec un révérend ayant plus de 20 ans de prêche derrière lui. Ou peut-être qu'elle se serait glissée aux premières loges juste pour pouvoir se régaler de la tannée qui lui serait administrée. Dur de savoir avec elle, mais une chose est sûre, l'échange argumentatif qui eut lieu dans l'aile fruits et légumes du supermarché fut de courte durée. Le révérend Cavalera esquiva chacune des attaques et n'en porta aucune. D'un ton très pédagogique, il expliqua au jeune Lebon qu'il était chrétien arminianiste et que de toute évidence, le garçon était baptiste, et donc basé sur une rhétorique luthérienne orthodoxe. Pendant des centaines d'années, les courants s'étaient affrontés sans jamais trouver de terrain d'entente. Chacun pensait avoir raison, chacun avait des preuves dans la Bible, mais la vérité, c'était que le choix de la dénomination était plus un indicateur de personnalité qu'autre chose. Puis il demanda au garçon, frustré, s'il se sentait vraiment heureux chez les baptistes. Charlie trouva la question ridicule.
En quoi son avis avait la moindre pertinence dans le débat? Cavalera aurait dû défendre bec et ongle sa vision. Qu'est-ce que c'était que ce relativisme moral à la noix? Il ne peut y avoir qu'une religion, dit l'évangéliste, comme s'il avait lu dans ses pensées. Tout est prédéterminé. Seuls les élus peuvent être sauvés. Les autres sont juste bons à faire tapisserie. Eh bien petit, es-tu sûr de faire partie des élus? Est-ce que ce qui se passe dans ton église te donne cette impression? Peut-être que je me trompe, mais j'ai comme l'impression que tu agis comme si tu avais énormément à prouver, non? Et en cet instant, le monde du petit Lebon s'écroula. Si l'élection est divine de nature, de toute évidence, dans la congrégation, on ne se faisait pas d'illusions. Charlie n'était pas, et ne serait jamais l'un d'entre eux. Il n'était qu'une pièce rapportée et tolérée, un accessoire pour prouver au monde leur supériorité morale. Bon, laisse-moi payer mes courses, et on pourra discuter 5 minutes sur le banc à l'entrée. Tu as envie d'un coca? Ça faisait bientôt 10 ans qu'il se faisait bourrer le crâne par le pasteur Marsden, et ce n'est que maintenant qu'il commençait à voir les ramifications de cette philosophie. Faire partie des élus, de ceux pour qui le Christ était mort, était toujours allé de soi pour lui. Il était là, à l'église, parmi le reste de la congrégation, non. Mais même s'il ne s'était pas trompé, même s'il faisait réellement partie des élus, regarder la situation de l'extérieur, de celui qui avait mis de côté la prédestination de Dieu, rompit définitivement le charme. Le dentifrice était sorti du tube. Charlie n'était pas venu les mains dans les poches, il avait fait un passage à la bibliothèque et s'était renseigné sur les tenants de la foi des différentes églises évangélistes. C'était de la curiosité, c'était purement rhétorique, mais là, libéré de toute loyauté, le virtuel se fit réel et l'organigramme enregistré se développa en une magnifique toile colorée. Tout n'était pas écrit, il avait son mot à dire, et le lendemain, un jeudi, pour la première fois en 6 ans, il dit non à son oncle. Il n'avait que 13 ans, commençait à avoir quelques poils et un peu de muscles, mais pas assez pour pouvoir résister au grand gaillard d'1,80 m. Il hurla, il rua, mais il n'y avait personne dans la maison pour l'entendre. Sa colère fut rapidement matée à coups de poing et de pied. Paul aurait dû sentir le vent tourner, mais il décida de planter une dernière fois le garçon bien tuméfié. Diane refusa d'entendre ce qui s'était passé. À peine ouvrit-il la bouche qu'elle lui claqua dans un torrent de cris hystériques. Il n'avait pas eu le temps de dire quoi que ce soit, et elle l'avait bloqué. Et là, Charlie comprit qu'elle savait. Elle avait toujours su. La tête plantée à 2 mètres sous le sable, elle avait toujours su. Peut-être que son intuition de la situation s'était développée progressivement, et qu'à chaque mouvement de sa conscience, elle s'était inventé un mensonge un peu plus gros. Charlie ne voyait pas vraiment d'explication. Maintenant évangéliste convaincu, Charlie avait beau voir le calvinisme comme une camisole mentale, il refusait cette excuse à sa tante. Faire sauter cette entrave sur son esprit lui avait donné la possibilité de reprendre le contrôle de sa vie. Mais non, ça ne pouvait être une excuse pour sa tante. Le reste de la soirée lui semblait peu clair maintenant qu'il y pensait. Comment Eli Cavalera s'était-il retrouvé frappant à la porte? Charlie n'avait aucun souvenir de l'avoir appelé. Il avait passé 2 heures à l'hôpital, il se rappelait encore des flashs et des policiers discutant à l'entrée de la salle avec le révérend, mais ça n'avait pas de sens. De toute évidence, son oncle n'avait pas fait de prison pour ce qu'il avait fait. Et quelques années après, il s'en était allé violer le petit d'à côté. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Maintenant qu'il avait vidé son sac à équisse, il voulait savoir, mais c'était trop tard. Mais jamais Eli ne pourrait répondre à ces questions. Jamais il ne pourrait voir son petit protégé regarder la situation sans scier, comme il en avait longtemps rêvé. Charlie s'était réveillé trop tard, bien trop tard. Eli était mort et enterré. Après une longue maladie, son corps avait fini par capituler, laissant derrière lui une plaie courant à perte de vue. Mais l'autre soir, dans les pleurs et les cris, Kiss avait plus que parfaitement pris le relais.